Peut-être à nommer des affaires, toi. On va prendre ma part. Moi, je suis bien fort. Dernière nouvelle des mondes perdus et autres contrées oubliées. 12e partie. Les muses mutinent. J'ai le goût cette fois-ci de me faire vraiment grand plaisir et de vous fabriquer un conte à partir d'un gros, mais alors d'un très gros coffre au trésor, dans lequel on trouverait tout au fond un jour très très lent qui nous permettrait d'étudier à loisir toute la si précieuse calligraphie de nos rêves, issus qu'ils sont des ombres de velours subtiles distillées par notre passé tout en opacité d'arabesques spéculatives. Voilà. Bien entendu qu'une longue descente en douce déclivité nous mènera d'abord chez l'énigmatique Dame des Songes, et dépendamment du positionnement favorable ou non de nos planètes, serait-elle d'humeur à nous mettre en contact avec le grand vizir Carabosse, le maître incontesté de nos nuits blanches, qui, dans sa grande magnanimité, nous donnera accès au mystérieux musée noir, ou sous les accords envoûtants de la rarissime symphonie du hasard, vous seront remis à chacun les inestimables carnets de l'aube, ceux-là même qui donnent la clé du grand portail de porphyre fin par-devers l'étonnante scansion induite par l'euphorie perpétuelle. Certes, de temps à autre, il vous sera loisible de voir passer un ange ou deux, et peut-être même qu'une muse mutine vous conviera à l'extravagant banquet de Platon. Je dis bien peut-être. Il vous sera également loisible de présenter vos chroniques ouraniennes devant l'incorruptible tribunal des flagrants délires. Et là, grâce à une providentielle pierre de Rosette, vous serez à même de décrypter tous les grands préceptes mirobolants du magistral livre des mutations. Évidemment qu'avec les pieds dans les nuages, vous serez provisoirement à l'abri des vertigineux et frénétiques jours de tonnerre. Et ainsi l'étrange fascination du pire n'aura plus aucune emprise sur vous, ce qui vous permettra alors d'apaiser votre soif inextinguible d'infini par-devers un gouffre d'une béance, mais alors d'une béance incommensurable. Et c'est seulement une fois traversé de l'autre côté du miroir que vous trouverez sur votre chemin l'homme de l'Apocalypse, qui vous fera part de toutes ses visions les plus secrètes. Mais ne vous méprenez pas, car loin d'être d'ineptes raconteurs de bas étage, son récit vous apportera ample matière à enrichir vos histoires borroméennes, et c'est ainsi que naîtra votre légende des fabuleux vendredis bleus ou l'immortel cavalier de la blanche lune, dans un retentissant « Sésame, ouvre-toi » vous donnera accès à l'exceptionnelle marmite aux étoiles, qui repose au cœur d'un bosquet d'amarante fort odorant et dont les vapeurs de lichen amer vous feront percevoir les terribles frontières des ténèbres aux profondeurs insondables. Malheur à qui s'y aventure. Et voilà qu'on me parle d'un lointain pavillon d'or, tout au bout du monde, où d'étranges visiteurs qui en reviennent font état d'un bizarre sentiment tragique de la vie, où les noces solsticielles s'apparentent à une chronique d'une mort annoncée, où le bref été de l'anarchie serait à l'origine même de l'insoutenable légèreté de l'être, où l'imparfait des amours défunts se définit selon une rigoureuse loi de la jungle, dans un océan de tumulte en rafale qui finira toujours par occulter cet obscur objet de désir, et où l'amant de Blanche-Neige, en quête de la fabuleuse rose mystique sise au cœur de l'ineffable chambre ardente, me murmure à l'oreille en passant « Ainsi va toute chair, mon ami !»
C'est alors que, saisi d'un effet foudroyant de basculement subversif, je me retrouve à bord de l'arche colossale des rugissantes tempêtes métaphysiques, et que surgit devant moi un stupéfiant pandémonium en mosaïque kaléidoscopique. Tout le sein frusquin de ma vie défile en un fouillis en pagaille totalitaire. Puis soudainement, un silence d'acier, tocsin, lugubre dans le lointain. Mais pour qui sonne le glas? Je sens qu'un mal terrible se prépare, l'impression angoissante d'un subtil glissement de naufrage. Et c'est le cœur dans la flotte, mais heureusement bien caparaçonné, que je relève la tête, en dépit de tout cet opprobre si oppressant. Je sais maintenant que des inconnus ont investi la maison, que plein de lumières mortes gisent tristement sur le sol paradoxal d'un bien déplorable malentendu. Et c'est un peu comme un roi sans divertissement, errant dans le souvenir de ses nuits fauves, en quête de quelque ersatz euphorisant, une espèce de jonglerie espiègle en rigodon plein de frétillons joyeux et folâtres. Et comme l'habit ne fait pas le moine, je sombre dans une profonde contemplation, où je vois bien la souffrance du jeune Werther. Les filles de feu avec leurs jolis jeux de miroir, si cruels. Tous ces longs chemins noirs, aux amertumes souffrées. Mais voulez-vous bien me dire que fait le père Goriot avec sa maudite calette? Et pourquoi Gros Câlin sème la zizanie par-devers les Upanishads? Que sont mes amis devenus? Et où sont les neiges d'antan? Et je vois très nettement les funestes forteresses noires se dressant sous un ciel sinistre aux couleurs des îles de Mars. On dit que c'est en été que les jours raccourcissent. Et je me mets à regarder passer les trains, puisqu'à l'heure convenue, de nobles archontes très sévères, à titre de gardiens impeccables des rituels sacrés, me signifieront mon exode définitif du Jardin des Lumières, que je devrais troquer pour ce que d'aucuns ont l'outrecuidance d'appeler âge d'or. Alors qu'il s'agit d'un horrible désert gris qu'il serait beaucoup plus à propos de qualifier d'âge de fer, celui-là même qui précède l'irrévocablement chute hors du temps.